Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter le premier numéro de la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'impôt et de la fiscalité. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour le premier numéro de la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Nous allons aborder aujourd'hui la question de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'impôt ou de fiscalité. Je vais commencer cette chronique par cette phrase de Benjamin Franklin qui dit qu'en ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Il me semble évident que si l'on parle d'une chronique fiscale, il faudrait que les téléspectatrices et les téléspectateurs puissent savoir de quoi on parle, aussi bien les profanes de la matière que les experts de la matière. C'est donc dans cet état d'esprit que je vais présenter ma thématique du jour et c'est l'état d'esprit qui m'animera tout au long de cette chronique. En préparant cette chronique, j'ai trouvé intéressant de voir autour de moi à quoi renvoie l'impôt et la fiscalité pour des personnes qui sont des profanes de la matière. J'ai donc mené une toute petite enquête autour de moi. J'ai interrogé des non-fiscalistes issus de tout rang, milieu social et professionnel pour savoir à quoi fait écho l'impôt et la fiscalité chez eux. Et j'ai donc été surprise des réponses. Pour certains d'entre eux, l'impôt et la fiscalité sont assimilables. Ils représentent ce que le contribuable reverse à l'État ou paye comme taxe à l'État pour lui permettre de subvenir à certaines dépenses publiques. Pour d'autres, l'impôt, c'est une taxe que l'État prélève et qui est inclue dans le budget de l'État. Pour d'autres encore, l'impôt est une taxe que l'État prélève sur des personnes physiques ou morales. C'est ce qu'il impose à tout citoyen, à toute couche sociale pour subvenir aux charges publiques dans une nation. En somme, j'ai tiré la conclusion au regard de ces avis que la majorité des réponses considèrent que l'impôt, c'est ce que le contribuable donne à l'État pour sa contribution aux dépenses de l'État. Cela me réjouit parce que ça me montre à quel point dans notre quotidien, nous sommes tous imprégnés d'une manière ou d'une autre de la question de l'impôt. C'est comme une chose en fait qu'il est impossible de fuir ou d'occulter puisqu'il nous colle à la peau. Il est attaché à notre quotidien. Lorsque vous achetez votre baguette de pain ou allez au restaurant, vous êtes soumis à la TVA sur les produits alimentaires. Lorsque vous consommez de l'énergie en France, par exemple, vous payez des droits d'assises sur la consommation d'électricité ou de gaz. Si vous achetez du carburant, c'est pareil, vous payez des droits d'assises. La plupart des pays d'ailleurs appliquent des droits d'assises sur les produits pétroliers. En France, par exemple, les taxes comptent pour près de 60% du prix de l'essence et du gazole à la pompe. Il y a ce qu'on appelle la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui concerne les produits pétroliers et elle constitue une part importante du prix de l'essence et du gazole, environ 40%. Donc, c'est dire qu'il est impossible d'échapper à l'impôt. Nous y sommes tous soumis consciemment ou inconsciemment, d'une manière ou d'une autre. Il est plus facile d'avoir la conscience qu'on paye l'impôt lorsqu'on est soumis, par exemple, aux impôts directs, lorsqu'on reçoit son avis d'impôt annuel sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. En revanche, pour les impôts indirects comme la TVA ou les droits d'assises, qui rythment notre quotidien. Nous y sommes soumis, mais je dirais quasi quotidiennement, mais je dirais que vu son caractère indolore, on ne s'en rend presque pas compte. On n'a pas réellement conscience d'être en train de payer l'impôt. Ce n'est pas ancré dans notre esprit à ce moment-là. Alors, je vais revenir rapidement sur ma mini-enquête à laquelle j'ai cherché également à savoir comment les gens se définissent ou perçoivent la fiscalité. Si certains, comme je l'ai dit, considèrent que l'impôt et la fiscalité, c'est la même chose, certains considèrent que la fiscalité, c'est l'ensemble des méthodes et des moyens mis en place pour contrôler les prélèvements de taxes et éviter tout abus, mettre en place une transparence dans ce prélèvement ou pour amener le citoyen à respecter ses obligations en matière de paiement de ces taxes dues à l'État. Pour d'autres, la fiscalité, c'est l'ensemble de tout ce qui concerne les impôts, les taxes, les normes, les lois. Pour ma part, je dirais que l'impôt et la fiscalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont indissociables, ils sont interconnectés et interdépendants. C'est vrai que chacun a sa propre définition, conception ou compréhension de l'impôt de la fiscalité, mais en réalité, à quoi ces jargons
qui font consciemment et inconsciemment partie de notre quotidien renvoient. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'impôt ou de fiscalité? La fiscalité renvoie effectivement à l'impôt, comme certains l'ont dit, mais elle ne s'y limite pas. Elle englobe un champ plus large. La fiscalité renvoie également à la fois au système fiscal qui peut être appréhendé tant sur le terrain national qu'international. C'est lorsque les règles fiscales d'un État s'appliquent dans un autre État en raison d'une convention fiscale ou de l'adhésion de cet État à une organisation internationale que l'on bascule sur le terrain de la fiscalité internationale. Ce n'est donc pas à tort que la fiscalité est considérée comme une composante de l'État et de son fonctionnement. Car avant de traverser les frontières et d'acquérir cette dimension internationale, la fiscalité est d'abord une affaire d'État qui va imposer à ses citoyens de supporter les dépenses publiques en payant l'impôt. Elle relève pleinement de la souveraineté de l'État, d'où son aspect extrêmement sensible et la difficulté à harmoniser, coordonner, uniformiser les politiques fiscales. Puisque chaque État est souverain et que la fiscalité relève de la souveraineté de l'État, harmoniser des fiscalités, des politiques fiscales va amener des souverainetés fiscales à s'entrechoquer parfois. Parce que chaque État établit la fiscalité qui lui convient le mieux en tenant compte bien évidemment de plusieurs facteurs influents, exogènes ou endogènes, tels que les besoins de l'État, les réalités socio-économiques, les domaines à fort rendement et potentiel fiscal ou inversement, et les conventions fiscales auxquelles il est parti. Son programme en matière de politique publique également entre en ligne de compte. Bref, c'est pourquoi la fiscalité, l'économie, les finances publiques de l'État sont, je dirais, des vases communicants. Thomas Hobbes considère le devoir fiscal comme le devoir absolu et un pouvoir naturel du prince, pour qui la loi fiscale constitue un commandement suffisamment légitime pour mériter obéissance. C'est une assertion qui peut être partagée, mais qui n'est pas sans soulever la problématique de la légitimité de l'impôt et du libre consentement des citoyens à s'acquitter volontairement de leurs obligations fiscales. C'est d'ailleurs pourquoi Montesquieu estime que l'impôt est une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l'autre ou pour en jouir agréablement. Cela revient à dire, en deux mots, que même si a priori l'impôt est perçu comme un commandement d'autorité qui pèse sur les citoyens, ceux-ci y consentent de plein gré. Ce raisonnement est partagé par également John Locke, pour qui l'impôt a un caractère bilatéral et commutatif et dont la légitimité est subordonnée au consentement des contribuables. De plus, il doit constituer une contrepartie de la protection des biens et des libertés des citoyens. Il faut noter que l'impôt a été défini de plusieurs manières, mais il y a une définition qui fait plus ou moins l'unanimité, du moins ce qui a été jugé la moins incomplète, c'est celle de Gaston Gès, qui considère que l'impôt est une prestation pécuniaire requise par des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. La définition de Gès fait ressortir 6 éléments, c'est-à-dire des particuliers, des règles fixes, requises par voie d'autorité, à titre définitif, sans contreprestation spéciale pour les dépenses d'intérêt général. Les différents impôts mis en place par un État vont contribuer d'une manière générale à définir donc l'architecture du système fiscal de cet État et inversement, parce que la politique fiscale que veut mener un État va déterminer quel type d'impôt il mettra en place pour atteindre ces objectifs. Alors, comment se retrouver au milieu de cette marée d'impôts? Les impôts sont classés en 2 grandes catégories. Vous avez les impôts directs et les impôts indirects. On aurait bien aimé que ce soit l'un ou l'autre auquel on puisse être soumis, mais on peut être soumis et aux impôts directs et aux impôts indirects. Car il faut le reconnaître, en matière d'impôts, nous arrivons tous à satiété très rapidement, n'est-ce pas? Alors on aimerait avoir le choix qu'on soit soumis soit aux impôts directs, soit aux impôts indirects, et pas à une légion d'impôts qui rythme notre quotidien. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des domaines où tout le monde veut se mettre à la diète. Malheureusement, les finances publiques de l'État ne sont pas de cet avis. Comment distinguer alors ces 2 catégories d'impôts? On va regarder à ce qu'on appelle l'incidence fiscale, qui supporte au final la charge de l'impôt.
c'est plus facile de s'en apercevoir, par exemple en matière de TVA. Alors, si la personne soumise à l'impôt est également la personne qui paye au trésor public, on a une assimilation de la personne du contribuable et du redevable. Et dans ce cas d'espèce, nous parlons d'impôt direct. Par contre, lorsque le redevable et le contribuable sont deux personnes directes, nous sommes dans la catégorie des impôts indirects. Certains peut-être se demandent la distinction entre redevable et contribuable. Le redevable, c'est celui qui paye l'impôt et le contribuable, c'est celui qui supporte la charge de l'impôt. L'exemple type de l'impôt indirect, c'est la TVA. En matière de TVA, le consommateur de biens est le contribuable, mais celui qui va reverser au trésor public est le redevable. Or, en matière d'impôt sur le revenu des sociétés ou sur le revenu des personnes physiques, le contribuable et le redevable se confondent, car l'individu ou la société, c'est également eux sur qui pèse la charge de l'impôt et c'est également eux qui s'acquittent de l'impôt auprès de l'État. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune immobilière sont par exemple des impôts types qui entrent dans la catégorie des impôts directs. Il y a aussi par exemple la taxe d'habitation ou encore la taxe foncière qui, bien qu'ils sont des taxes locales et bien qu'ils portent le nom de taxes, rentrent pourtant dans la catégorie des impôts directs. Au titre des impôts indirects, on a les droits de douane, par exemple, les droits d'assises sur le tabac, le pétrole, l'alcool et j'en passe. Chaque État, comme on l'a dit, a son propre système fiscal, sa propre politique fiscale. Compte tenu des politiques d'harmonisation, de coordination fiscale, on peut trouver une certaine homogénéité souvent au sein d'États appartenant à la même région d'intégration économique, tant au niveau des types d'impôts présents, de l'assiette fiscale, des exonérations accordées ou parfois du taux. On va voir qu'on peut avoir la même fourchette en plusieurs États qui sont membres d'une organisation d'intégration économique et qui a mis en place des politiques de coordination ou d'harmonisation fiscale. Par exemple, au sein de l'UEMOA, on va généralement trouver dans le paysage commun des États membres de l'UEMOA un impôt sur les traitements et salaires, sur les bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, un impôt sur les bénéfices non commerciaux, sur les revenus de capitaux mobiliers, la contribution des patentes et sur les revenus fonciers. Alors, comment se définit le montant de l'impôt qu'on doit verser à l'État? Pour définir le montant de l'impôt que vous devez payer, l'État va appliquer un taux spécifique à ce qu'on appelle l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est l'ensemble des revenus qui sont considérés pour votre imposition au regard de votre situation fiscale, auquel on appliquera des exonérations, des abattements ou déductions selon le régime auquel vous appartenez et donc auquel vous pouvez prétendre en matière d'exonération ou d'abattement, comme je le disais. Par exemple, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'assiette fiscale va comprendre l'ensemble des revenus de la personne et dans le cas de l'impôt sur les sociétés, l'assiette fiscale sera constituée par le résultat fiscal de l'entreprise. Pour la TVA, l'assiette est la valeur ajoutée, comme son nom l'indique, taxe sur la valeur ajoutée. Et pour l'impôt foncier, l'assiette fiscale est constituée par la valeur locative cadastrale. Alors, une fois que le montant de l'assiette fiscale est bien défini, on va appliquer un taux d'imposition à cette assiette et c'est ainsi qu'on va arriver sur le montant de l'impôt que vous devez acquitter auprès du Trésor public. Le taux applicable à l'assiette fiscale a deux caractéristiques en général. Il peut être proportionnel ou progressif. Proportionnel, c'est-à-dire qu'on va appliquer toujours le même taux, quel que soit le montant des revenus considérés. Alors que lorsqu'on est dans la catégorie des impôts progressifs, c'est-à-dire que plus les revenus augmentent, plus le taux qui vous sera appliqué augmente et donc l'impôt dû également va croître. Il y a un point que je voulais soulever qui me tient important d'aborder dans cette chronique du jour, c'est que j'ai constaté qu'il y a une confusion entre impôts et taxes, y compris quand j'ai fait la mini-enquête autour de moi. C'est vrai, une taxe pourrait être assimilée à un impôt puisqu'elle constitue également, comme l'impôt, un prélèvement fiscal définitif payé par des contribuables. Elle est obligatoire quand elle est due et elle est effectuée également par voie d'autorité. Mais si on revient sur la définition de Gaston Gès, on se rend compte qu'au niveau de la taxe, il y a une contrepartie, contrairement aux impôts qui est sans contrepartie. C'est-à-dire que la taxe va résider dans le fait, suppose une contrepartie réelle en raison du fait que vous avez bénéficié d'un service ou d'un ouvrage public.
C'est le cas par exemple de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'apprentissage ou la contribution à l'audiovisuel public. Vous l'aurez compris, il y a des faux amis en matière de fiscalité, car ce n'est pas parce que vous entendez le mot taxe qu'on parle d'impôt. Et il faut regarder plutôt la finalité. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on entend la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe foncière ou la taxe d'habitation. C'est vrai que lorsqu'on entend le mot taxe, on se dit, OK, nous sommes dans des taxes. Et non, ce sont des impôts à part entière. Et elles n'ont pas la caractéristique de la taxe, à savoir qu'elles ne sont pas dues en contrepartie de l'utilisation d'un service public ou d'un ouvrage public, comme je le précisais. L'impôt, ce n'est pas une somme que doit payer le contribuable en contrepartie d'une prestation fournie par des services administratifs, des établissements publics ou autres, contrairement à la taxe. Une autre particularité de la taxe, c'est qu'elle n'est pas proportionnelle au service rendu, ce qui la distingue de la redevance. C'est une contrepartie qui peut être théorique, que vous ayez utilisé le service ou pas. Il n'y a pas forcément de lien entre le coût réel que vous payez et le service. C'est une contrepartie qui peut être théorique, c'est-à-dire qu'elle reste due que le redevable utilise ou non le service. Il n'y a pas forcément de lien entre le coût réel du service et le tarif de la taxe. Ce sont ces deux aspects qui différencient donc la taxe et la redevance, qui concernent uniquement les usagers d'un service. La redevance, contrairement à la taxe, est proportionnelle puisqu'elle va rémunérer un service rendu. Donc, il y a une équivalence entre le service rendu au contribuable et le montant de la redevance à payer. C'est par exemple le cas de la redevance télé ou des péages d'autoroute tout simplement. L'usager du service public versera une somme qui doit être la contrepartie directe et immédiate de la prestation rendue par le service. Il ne paye la redevance que parce qu'il a réellement utilisé ce service, ce qui n'est pas le cas en matière de taxes. Donc, vous aurez compris, l'impôt est un aspect sensible et, comme je le disais, fortement attaché à la souveraineté des États. Cependant, cette souveraineté tend de plus en plus à s'estomper avec le contexte de la mondialisation. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère qu'à travers cette chronique, pour les profanes, vous en aurez appris un petit peu plus sur ce qui touche l'impôt et la fiscalité. Et puis pour les experts, c'est juste un petit rappel. Je serai ravie de vous retrouver pour le prochain numéro de la chronique fiscale de Dr Joël Traoré en février, qui portera sur la souveraineté fiscale des États à l'ère de la révolution fiscale internationale. Fiction ou réalité? Ne ratez pas ce numéro. N'hésitez pas à nous partager les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de ces chroniques, et dans la mesure du possible, nous serons ravis de les aborder. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.